Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je poursuis ma série de vidéos qui va tenter de répondre à la question suivante: l'armée mongole était-elle la meilleure armée du Moyen Âge? Je vais notamment détailler les manœuvres d'enveloppement, l'art des sièges, comme l'illustre l'image à droite, la terreur, ainsi que ce qui concerne les soldats et les officiers eux-mêmes. Je commence. Des as de l'enveloppement à toutes les échelles et je vais donc vous montrer toute une série de plans de bataille. Premier affrontement d'importance, la bataille de Shakirmout menée par Gengis Khan lui-même. On a donc une manœuvre de tenaille de double enveloppement par les ailes. Autre cas, la bataille de l'Indus, toujours menée par Gengis. En haut à gauche, là au nord, vous voyez une manœuvre de flanc. D'accord. L'illustration vient de ce site, un forum de spécialistes sur tous les peuples nomades turcs, scythes, les Huns, les Mongols, etc. Autre exemple, la bataille de Weishuan. On a là aussi une manœuvre de flanc par le sud, là aussi par les montagnes. Cette illustration vient de cet excellent livre. Actuellement, c'est le bouquin le plus précis, le plus complet, avec le plus de cartes que j'ai trouvé sur les campagnes militaires du Grand Khan. Il détaille notamment cette bataille, la bataille de Senfeng. On voit là également un mouvement en pince. Autre bataille plus connue, la bataille de Liegnitz ou de Legnica en 1941, qu'opposent les Germains et les Polonais d'un côté aux Mongols de l'autre côté. Là aussi un double enveloppement par les ailes. Un affrontement d'importance, la bataille de Mohi ou aussi de Sajo. Alors là, il y a un débat, savoir s'il y a eu un seul enveloppement ou s'il y a eu, pareil, un mouvement de tenaille. Ce qui est sûr, c'est que les Mongols ont franchi par surprise la rivière Sajo en trouvant un gué et en prenant par surprise les forces hongroises. Voilà, c'était du côté des sources. On a la bataille de Kunan. Regardez par ici, on a des forces mongoles qui sont cachées dans les bois pour manœuvrer sur le flanc gauche des Géorgiens. Là, la défaite d'Enjalut, une des rares défaites des Mongols, où ils tentent quand même une manœuvre de flanc. Parmi tous ces combats, vous avez des batailles, mais vous avez aussi donc des manœuvres. Exemple, la campagne de 1213 contre les Jin, contre les Chinois, où l'objectif est bien de prendre Beijing, Pékin. Là, je vous ai mis un zoom. La Juyong Pass est donc très bien fortifié par les Chinois. C'est un défilé qui fait office de bouchon sur la route qui mène à Beijing. Du coup, les Mongols font une très large manœuvre de contournement. On parle d'un contournement stratégique ou de débordement par le sud. D'accord. Concernant les batailles, il y en a un qui fait peut-être un peu exception, c'est Tamerlan, Timurlang. Si je prends par exemple la bataille de Kunduz Cha en 1391 contre la Horde d'Or, on voit pas beaucoup de débordements et c'est globalement pareil pour ces autres batailles, la bataille de Delhi ou la bataille d'Ankara de 1402 contre les Ottomans. Voilà, donc les Mongols, c'est clairement des pros au niveau de l'enveloppement, ça c'est clair. Ils sont également très doués pour les sièges. L'art des sièges, on appelle ça la poliorcétique en langage technique. Alors là, vous avez une miniature arabo-musulmane de 1258, du milieu du Moyen-Âge, qui nous montre en bas à gauche la présence d'un trébuchet. On a donc une autre image ici, alors là par contre qui date clairement du XXe siècle, sur l'usage des trébuchets par les Mongols. Mais il n'y a pas que ça, ils utilisent tout comme machine de siège. Là on a une illustration de la prise de la ville russe de Ryazan en 1237. Qu'est-ce qu'on voit? À gauche une baliste, à droite un bélier et une multitude d'échelles. Donc les Mongols, contrairement à beaucoup de peuples nomades, sont très doués pour prendre et assiéger les villes ennemies, contrairement par exemple aux Huns ou aux Turcs, par exemple. D'accord. Enfin, concernant cette armée, elle a d'autres qualités générales. D'accord. Alors déjà,
autre atout pour les Mongols, c'est une nation en armes. C'est-à-dire que tout homme qui a à peu près entre 15 ans et 50 ans est potentiellement un soldat. Il n'y a pas de distinction entre les civils et les militaires. Ce qui fait que Gengis Khan ou ses successeurs peuvent réunir des armées qui comptent entre 80 000 et 120 000 hommes. Ce qui est vraiment énorme, vraiment extraordinaire et incomparable par rapport aux armées européennes ou d'Europe de l'Ouest. Pour comparaison, j'ai mis, alors bon, c'est vrai que c'est Wikipédia, mais là, pour la célèbre bataille de Crécy, on voit que Eddard III a maximum 15 000 hommes et les Français de Philippe de Valois maximum 30 000 hommes. Donc vous voyez un écart qui est abyssal. Ensuite, donc concernant l'entraînement, les Mongols sont très bien entraînés parce qu'en fait, ce sont des survivors. Ils sont habitués aux conditions de vie difficiles dans la steppe. Ils chassent très jeunes. Et chaque année, les Mongols en fait font une chasse gigantesque qui est allée sur plusieurs jours. Et celle-ci est un bon entraînement militaire. Alors pourquoi? Donc ce livre le détaille et le précise. Cette chasse entraîne de gigantesques manœuvres, elle nécessite une grande coordination, elle nécessite de la discipline. Les animaux sont donc encerclés par les guerriers mongols, qui sont donc habitués à chevaucher, à tuer, à donner la mort, à encercler. D'accord? Donc ça constitue un très bon entraînement militaire. D'accord? Et finalement, la distinction entre chasseurs et soldats, la frontière est assez fragile. D'accord? Concernant les officiers, les officiers sont nommés globalement au mérite. Là, cet ouvrage détaille cet aspect-là. Donc Sobodei, dont je vous ai déjà parlé, le vainqueur de la bataille de la Khalkha, de la bataille de Mohi, que j'ai cité précédemment, et qu'est-ce qu'on nous dit? Qui venait d'une tribu des Uryankai considérée comme marginale par les Mongols, donc il n'est pas tout à fait un Mongol, et qui vient d'une modeste famille d'artisans. Donc voilà, quelqu'un de basse condition qui a été nommé pour son courage et son sens tactique. D'accord? Et qui va clairement diriger la campagne des Mongols pour l'invasion de l'Europe. Enfin, il y a la question de l'emploi de la guerre psychologique et de la terreur. Pour la guerre psychologique, on a une preuve un peu matérielle, c'est l'usage de flèches sifflantes. On a donc des objets qui sont représentés ici, qui ont été retrouvés, avec ce sifflet qui est posé donc au niveau des flèches, au niveau de la pointe des flèches, d'accord? Enfin, la question de la terreur, Tamerlan par exemple est très célèbre pour ces tas de crânes qu'il faisait après avoir pris une ville, une cité, des massacres. Les musulmans parlent souvent des massacres, notamment de la prise de Bagdad en 1258. Alors, ça fait débat chez les historiens. Certains considèrent que les Mongols pillent et rasent tout. D'autres disent que finalement il n'y a pas tant de villes qui ont disparu après le passage des Mongols, puis que les Mongols étaient extrêmement intéressés par le commerce, qu'ils ont organisé des routes de commerce très rapidement après leur conquête. Bon, on va couper la poire en deux en disant que les Mongols, en tout cas, étaient plus sanguinaires que la moyenne des peuples et faisaient plus de massacres. Du coup, beaucoup de villes se rendaient plutôt que de résister. Il y avait un aspect psychologique. Pour terminer, je vais vous laisser sur ce schéma que j'ai réalisé, qui nous montre toutes les petites techniques, les tactiques que les Mongols utilisaient, donc à l'échelle d'une bataille ou à l'échelle d'une campagne. Donc je vous laisse le regarder. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à bientôt.